tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani. Ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashobewe, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashavuye, ekundorere, nekundorere, nekundorere, nekundorere. Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes toujours avec votre serviteur Célestin Servaïde de Radio Rumuri. Et je vous rappelle que nous sommes dans le studio numéro 2, ici en Belgique. Et il est à présent 19h27 dans nos studios. Et permettez-moi d'abord de vous dire bonjour, de vous saluer, de vous souhaiter vraiment que le Seigneur soit avec vous. Comme j'aime bien le dire en notre langue nationale, j'aime bien saluer les gens que j'aime à leur souhaitant que le Seigneur soit avec eux. Aujourd'hui, nous avons en langue française, vous savez bien que tous les mardis, nous faisons les émissions en deux langues. Nous commençons par la première partie de nos émissions se passe en langue française. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très préoccupant, qui est vraiment préoccupant au plus haut point, parce que il concerne la mort de plusieurs millions de gens. Et cette thématique concerne la justice pour toutes ces victimes de ces tueries, de ces massacres qui ont eu lieu, surtout en RDC, donc en République démocratique du Congo, mais sans oublier aussi ce qui s'est passé chez nous au Rwanda, parce que nous savons bien qu'au Rwanda, il y a eu le génocide contre les Tutsis, dont la plupart des auteurs ont été poursuivis, dont certains d'ailleurs ont été injustement traduit en justice, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, au moins, on peut dire qu'il y a eu un semblant de justice pour ceux qui ont commis le génocide contre les Tutsis. On est allé même jusqu'à mettre en place un tribunal international pénal pour le Rwanda qui était chargé de poursuivre justement les auteurs de ces crimes, même si ce tribunal a terminé ses travaux sans avoir atteint réellement les objectifs qu'on lui avait assignés. Mais il y a eu aussi d'autres tribunaux au niveau national, au niveau du Rwanda. Pour le moment, vraiment, les prisons rwandaises sont remplies de gens qui sont accusés d'avoir participé de près ou de loin au génocide contre les Tutsis. Par contre, il y a d'autres massacres dont les auteurs n'ont jamais été inquiétés. Et il s'agit notamment des victimes Hutus qui réclament toujours une justice, mais puisque ceux qui sont accusés d'avoir commis ces crimes sont maintenant au pouvoir et que pour le moment au Rwanda nous assistons à ce qu'on appelle à la justice du vainqueur, il n'est pas question que ceux qui ont commis ces crimes puissent être inquiétés ou alors traduits en justice. Par contre, dans un pays limitrophe, le Congo, la RDC, là, tout le monde est en train de crier, est en train de réclamer à corps et à cri que, surtout qu'il y a eu un rapport des Nations Unies, un rapport qui a mis en évidence certains de ces crimes qui sont des crimes qui sont documentés, sont des crimes qui sont très faciles à poursuivre, même dans les conclusions de ce rapport, ce qu'on appelle le mapping report ou le mapping rapport, si vous voulez franciser cette terminologie, et qui a recommandé qu'il y ait un tribunal international pour le Congo, justement pour poursuivre ceux qui ont commis les crimes innommables, les crimes de guerre qui ont été commis en RDC, surtout à partir des années 1996, même jusqu'à nos jours d'ailleurs, parce que les tueries, ça continue, ça ne s'est pas arrêté. Donc, on avait parlé d'une des voix vraiment qui portait le plus haut cette réclamation, à savoir le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix en 2018, qui s'emploie vraiment, qui essaie d'utiliser tout ce qu'il a comme pouvoir pour pouvoir vraiment réclamer justice. Mais pour le moment, nous revenons à cette thématique parce que une autre voix vient de s'élever encore, et non pas la moindre d'ailleurs, c'est la voix de l'Église catholique. Ici, nous avons vu l'évêque de Bukavu qui vient de réclamer encore
qu'il y ait vraiment ce tribunal pénal international pour le Congo. En tout cas, qu'il y ait justice pour les crimes qui ont été commis en RDC. À part l'Église, justement, qui s'est levée par la voix, comme nous allons le voir tout à l'heure, par la voix de Monseigneur, de l'évêque de Bukavu, nous allons aussi voir que même la population s'est levée. La population aussi réclame justement qu'il y ait justice. Tout ça, nous allons essayer d'aborder cette thématique. Mais avant d'aborder ce thème, nous savons aussi que nous connaissons l'arrogance avec laquelle les autorités du FPL répondent à ceux qui réclament la justice. Mais nous allons essayer de voir comment cette arrogance qui souvent et trouve un écho, une certaine indulgence, ou alors une certaine négligence, une certaine, c'est pas moi, un certain atermoiement, on n'élève pas la voix assez haut pour vraiment expliquer au régime du FPL que enough is enough, comme disent les Anglais, que trop c'est trop, que vraiment il est temps d'arrêter de se cacher devant le génocide contre les Tutsis pour ne pas répondre aux exactions ou alors aux crimes dont il est accusé. Pour parler de ces deux thèmes, le thème de l'arrogance du régime du FPR et surtout du thème des massacres qui ont été commis en RDC, et je suis avec mon invité habituel que vous connaissez très bien, qui n'est plus un invité, c'était vraiment un habitué de Radio Rumuri. J'ai nommé Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Dianda-Gijimana. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir chez vous. Bonsoir mon frère Célestin. Comment allez-vous à Bruxelles ou à... Oui. Je sais plus où vous êtes. Hein? J'habite dans la ville de Verviers, c'est tout près de Liège. La belle ville de Verviers, effectivement, dans les montagnes. Oui, dans les montagnes. Et récemment, nous avons eu les inondations qui nous ont quand même très lourdement touchés. Il y a eu il y a eu des morts d'ailleurs, nous avons déploré des morts, mais il y a aussi la destruction de beaucoup d'infrastructures de base, notamment l'électricité. C'est fait même plus d'un mois. Les inondations ont eu lieu entre le 13, le 14 et le 15 juillet, mais nous avons eu passé un mois carrément sans électricité, sans Internet, sans téléphone, sans rien. Mais ici en Europe, vous savez que vraiment, les autorités se préoccupent en premier lieu du bien-être de la population. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont pu rétablir vraiment ce qui est urgent. Mais jusqu'à présent, quand même, il y a certains qui n'ont pas encore eu l'électricité déjà. Il y en a encore quelques familles qui n'ont pas encore d'électricité, mais qui sont quand même logées quelque part. Hein. Ils ne vivent pas dans le noir. Hein. Ils ne vivent pas... Et vraiment, les autorités s'en sont occupées comme il faut, quoi. Mais pour le moment, on n'a même pas encore rétabli le gaz, par exemple. Mais ça avance tout doucement. Je pense que ça va revenir dans l'ordre d'ici quelques temps. Mais à part ça, ça va. Ça va jusque-là. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui. Mais pour le moment, donc, nous allons essayer de parler justement de la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Il s'agit du thème de rapport mapping. Rapport mapping qui revient encore. On a beau essayer de l'occulter, on a beau essayer de le cacher, on a beau essayer de ne pas, vraiment d'essayer de l'ignorer, mais quoi qu'il en soit, il revient. Il revient. Et ici, maintenant, je disais tout à l'heure que nous avions l'habitude d'entendre le docteur Mukwege, mais aujourd'hui, maintenant, nous parlons d'une autre voix qui s'élève, et non pas la moindre, comme vous disiez tout à l'heure. Il s'agit de celle de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Marois. Il suggère carrément aux églises et aux écoles d'avoir le temps de parler aux habitants de l'histoire du pays, dans le rapport mapping, justement, qui, selon lui, fait partie de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Et nous allons d'abord commencer par parler de cette thématique parce que nous verrons après la façon, chaque fois qu'on parle des exactions du FPR, nous savons l'arrogance avec laquelle le FPR répond justement à ceux qui sont essayés de dénoncer ça. Et ça, nous allons l'aborder brièvement vers la fin de notre émission, surtout que le mardi passé, j'en avais touché un mot en parlant justement de ce qu'avait écrit
l'ancien ambassadeur de la Belgique au Rwanda. Il s'agit justement de M. Johannes Swinen. Ça, on va en parler après. Mais pour moi, vraiment, essayer d'entrer dans le vif du sujet pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? De quoi nous allons parler exactement? En fait, il faut savoir que le 1er octobre, aussi, nous sommes le 5 octobre aujourd'hui. Je vais d'ailleurs essayer de partager avec les auditeurs, les fidèles auditeurs de Radio Rumuri pour qu'ils voient l'article, qu'on le lise plus ou moins ensemble, en grande ligne. On ne va pas lire tout l'article, mais nous allons quand même voir les idées qui sont développées. Et puis nous aussi, nous allons voir comment nous pouvons, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme Rwandais, en tant que Rwandais, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces réclamations, justement, qui sont surtout émises par les Congolais. Donc, je disais donc que, je pense que pour le moment, on voit, les auteurs voient avec moi. Donc, je disais donc que, voyez le titre, comme le titre est bien stipulé, bien formulé. Il dit, rapport mapping pour Monseigneur Marois, ignorer son histoire, c'est déclarer sa propre mort. Même, monsieur l'ambassadeur, avant d'aller beaucoup plus loin, cette phrase de Monseigneur, qu'est-ce qu'elle vous suscite, qu'est-ce qu'elle suscite comme réaction chez vous lorsque vous voyez vraiment une phrase qui est formulée comme telle, que ignorer son histoire, c'est déclarer sa propre mort? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'ambassadeur? Ce que j'en pense, c'est que c'est une phrase très très forte à travers laquelle, en fait, Monseigneur François-Xavier Maroy, moi je l'appelle Maroy parce que c'est un nom local, hein, que dans notre zone là, il y a beaucoup de Maroy ou de Maroy, c'est un nom qu'on retrouve souvent chez nous. Eh bien, il a voulu adresser ce message à tous les Congolais, et spécialement aux Congolais de Bukavu et de la région du Kivu et d'autres régions où il y a eu cette hécatombe qui a commencé en 1996. C'est pourquoi d'ailleurs la cérémonie qu'il présidait s'est passée au 25e anniversaire de Monseigneur, de la mort de Monseigneur Christophe Muzihirwa, et puis on a aussi cité les autres évêques, hein. Mais le premier d'entre eux à avoir été tué, assassiné par l'armée rwandaise, c'est Monseigneur Christophe Muzihirwa, qui était l'archevêque justement de Bukavu, de la cathédrale de Bukavu. Oui. Eh bien, ce message s'adresse aussi aux parents de toutes les victimes, des victimes congolaises et rwandaises qui ont fait l'objet de poursuites acharnées, de bombardements, de massacres à travers les forêts du Congo sur le territoire de ce pays qui s'appelait alors à l'époque Zaïre. Il faut leur dire, écoutez, n'oubliez jamais, n'oubliez pas que pendant un certain nombre d'années, l'armée qui conquérait le pouvoir dans notre pays, c'est-à-dire les AFDL, et l'armée rwandaise du FPRAPR, ont massacré des centaines de milliers de nos citoyens, ont causé la mort de millions d'autres, parce que tout simplement, la conquête du Congo s'imposait à l'époque pour des raisons qu'on n'a pas encore fini de déterminer. Et donc, oui, je dis, nier la mort des siens, parce que c'est ce que ça veut dire, ne pas parler du mapping, c'est proclamer sa propre mort. Parce que quand vous négligez la mort des vôtres, quand vous dites aux parents des victimes de ne plus y penser parce qu'il y a des raisons politiques ou des compromis politiques en présence, eh bien, vous êtes en train de pousser ce peuple à une sorte de suicide mental et psychologique. Vous le dites, oubliez les vôtres, eh bien, oubliez les siens, oublier la mort des siens, c'est s'oublier soi-même, c'est oublier sa propre vie. C'est donc déclarer sa propre mort. C'est comme ça que je l'interprète. Oui, vraiment, ce titre en valait même la peine parce que vraiment, c'est très important, c'est très concentré de messages. Donc, il y a donc, je disais tout à l'heure que cet évêque, justement, cet archevêque a lancé un appel pour que ce soit dans les écoles, dans les paroisses, qu'on parle justement de ces massacres. Donc, cet appel a été lancé au cours d'un café de presse
organisé par la Commission diocésaine Justice et Paix à l'occasion de la célébration justement du 11e anniversaire du rapport mapping et le début du mois d'octobre. Donc, un mois spécial pour l'Église catholique de Bukavu, durant lequel 3 archevêques de la ville de Bukavu sont décédés pour leur engagement pour la vérité, la paix et la bonne gouvernance. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Dans ces assises, Monseigneur François-Xavier Maroyi, je vais suivre votre conseil. Je sais bien que vous êtes tout originaire de la région limitrophe de Bukavu. Donc, je vais vous faire confiance. Je ne vais plus lire son nom à la française. Je vais dire, donc, le Monseigneur François-Xavier Maroyi a appelé les chrétiens et toute la population à suivre l'exemple de Munzihilwa, dont vous parliez tout à l'heure, qui a été tué le 29 octobre 1996, quand il aidait les réfugiés. Donc, pour Monseigneur Marois, l'histoire du Congo ne doit pas être oubliée malgré la ruse des négationnistes. D'ailleurs, il demande tout celui qui a perdu un proche dans la ville de Bukavu ou ailleurs pendant la guerre de venir témoigner pour constituer l'histoire de la République démocratique du Congo. Là, il le cite. Et là, avant, quand j'aurai fini sa citation, je vais commencer. Maintenant, vous laissez commenter ce que vous en pensez. Nous voulons faire des démarches, des procès. Je relis cette phrase. Ça, c'est Monseigneur qui parle. Nous voulons faire des démarches, point. Des démarches, des procès. Nous voulons inviter le monde entier à pouvoir bouger. Mais quand nous regardons localement ce que nous considérons comme bagage pouvant nous permettre de parler à haute voix aux autres, je pense que nous ne sommes pas suffisamment avancés. Je pense que cet élan pris aujourd'hui, le 1er octobre 2021, crée une émulation dans l'ensemble. Dans toutes nos paroisses, on devrait avoir des occasions comme ça où on parle aux gens, aux écoles, on devrait avoir des moments comme ça où on parle aux gens pour que les gens comprennent que nous ne devons pas nous plaindre en dessous de la table, mais que nous devons nous plaindre en montrant ce que nous-mêmes nous sommes, et ça nous permettrait d'aller de l'avant. Parce que ignorer son histoire, c'est déclarer sa propre mort. Ça, c'était vraiment les propos de Monseigneur François-Xavier Maroyi. Donc, si on y revient un tout petit peu, donc, ici nous voyons au moins 3 éléments dont nous pouvons parler. De un, on signale, on remet en mémoire, on repense aux 3 évêques. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Monseigneur Munzihilwa, mais n'oublions pas qu'il y en a d'autres qui ont été tués pendant tous ces massacres. Donc, l'église le diocèse de Bukavu, la diocèse de Bukavu a perdu 3 évêques, dont son prédécesseur, justement, Monseigneur Munzihilwa, qui a été tué le 29 octobre 1996. Je me rappelle d'ailleurs qu'à cette occasion, que la population de Bukavu, donc les paroissiens, donc ces anciens ouailles, les ouailles de Monseigneur Munzihilwa, avaient manifesté à quelques encablures, vraiment un jet de pierre dans la frontière du Rwanda, comme quoi pour vraiment les réclamer justement qu'il y ait justice, que justice soit faite. Donc, j'aimerais quand même que vous nous parliez de ces évêques, dont notamment Monseigneur Munzihilwa qui a été tué vraiment en essayant de protéger, d'aider tout simplement, d'aider les réfugiés, et aussi en essayant de révéler la vérité sur le FPR. Ça c'est de un. Et de deux, essayer de parler de cet appel de l'église de Bukavu pour que justement dans toutes les paroisses, dans les écoles, on puisse parler de ces événements pour que justement ces événements ne passent pas sous silence. Je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur, vraiment pour que vous vous exprimiez. Sentez-vous libre de parler vraiment à cœur ouvert. La parole est à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je vais peut-être refaire un peu l'historique de ce drame qui a commencé au Rwanda en 1994. Après la prise du pouvoir par le FPR, ou même pendant le processus de prise du pouvoir, des millions de Rwandais se sont repliés
dans le Zaïre voisin, en Tanzanie, et même en Ouganda et au Burundi. Mais le gros des réfugiés s'est replié sur Goma et sur Bukavu, parce que c'était le seul voie qui était totalement libre pour passer sans encombre. Ils ont été bien reçus par le Congo de l'époque, le gouvernement zaïrois, par les populations locales, même si parfois il y avait des incidents, mais globalement, on peut dire qu'ils ont été très bien accueillis. Et celui qui a le plus joué un rôle de sauveur de ces nouveaux arrivants, on peut dire, en tout cas en ce qui concerne Bukavu, c'est Monseigneur Christophe Munzibwe qui était l'archevêque justement de la place, de l'église catholique de la place. Eh bien, pendant 2 ans, il a pu faire ce qu'il a pu. Il a protégé les réfugiés, il les a nourris, il est intervenu auprès des organisations de la communauté internationale. Et puis, en 1996, il a commencé à y avoir des attaques sur les camps des réfugiés en provenance du Rwanda. Et c'est là qu'il a pris son courage et c'est là qu'il a commencé à dénoncer ces crimes, à dire, écoutez, laissez les réfugiés tranquilles, ils sont là comme réfugiés, ils ne vous ont rien fait. Et il a commencé donc à appeler la communauté internationale à intervenir, à protéger les réfugiés rwandais au Zaïre. Et un certain 29 septembre 1996, l'armée de Paul Kagame a dépêché un commando spécial qui a assassiné Monseigneur chez lui. Donc, on peut dire que, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, Monseigneur Munzibwe, qui était vraiment une personnalité extraordinaire. Hein. Moi, je l'ai connu un peu avant, quand il était encore simple curé de paroisse. Hein. C'est là que je l'ai connu, à Bukavu, à la cathédrale. Et c'était un homme qui, quand il vous parlait, quand il s'adressait à vous en vous regardant dans les yeux, vous vous sentiez transporté. Et donc, pour moi, c'est un martyr. Monseigneur Munzibwe mérite plus que beaucoup de saints dans le monde, hein, qui ont été déjà considérés comme tels. C'est un saint. Il est mort pour une cause, juste pour avoir volé au secours des réfugiés. Il a offert sa vie et Kagame et les siens l'ont prise. Voilà comment les malheurs du peuple de Bukavu et de la RDC à l'époque Zaïre ont commencé. En réalité, le premier objectif déclaré de la part du gouvernement rwandais, c'était de rapatrier les réfugiés, disait-il. Mais en réalité, c'était pour en tuer le plus possible. Et au passage, tuer le plus possible de Congolais aussi, parce que Kagame avait, on dirait, l'intention de porter la vengeance au-delà de la communauté des réfugiés. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on comptabilise les morts qui ont été victimes de cette guerre lancée par le Rwanda contre le Zaïre, eh bien, on comptabilise officiellement, du moins selon le rapport mapping et les rapports qui ont précédé le rapport mapping, les 2 rapports Garreton et d'autres, ont comptabilisé plus de 300 000, 350 000 victimes parmi les réfugiés, parmi les quelques 2 millions ou plus de réfugiés Hutus en RDC, au Zaïre de l'époque. Eh bien, par contre, on compte aujourd'hui plusieurs millions de morts congolais, mais aussi d'autres tribus. Donc, ce n'est plus un secret pour personne que l'armée rwandaise et ses acolytes de la FDL, hein, il faut le dire aussi, ont commis un génocide à la fois contre les Hutus réfugiés au Zaïre et contre les Congolais, les Zaïrois de l'époque. Mais cela a continué, même après le changement de nom du Zaïre, ils ont continué à massacrer les Congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas encore arrêté. C'est pourquoi je suis d'accord et je soutiens l'appel de Monseigneur Maroy. Je soutiens naturellement toutes les initiatives et les actions du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui demande à la communauté internationale, mais surtout aussi au gouvernement congolais de M. Tshisekedi,
qu'il élève la voix, qu'il réclame la justice. Les relations avec ses voisins, c'est bien, mais il peut être sûr, là je m'adresse au président Tshisekedi, il peut être sûr que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de réparation, comme le dit le docteur Mukwege, la paix ne reviendra pas dans cette région. Il faut d'abord apaiser les cœurs des familles, apaiser la peur. D'ailleurs, le docteur Mukwege lui-même est en danger permanent. Ils ont essayé de l'assassiner à plusieurs reprises parce qu'il disait la vérité. Tout cela est connu. Donc, penser que les choses vont se faire d'elles-mêmes parce qu'il y a un contrat d'exploitation agricole ou minière entre le Rwanda et le Congo, c'est vraiment faire preuve d'une naïveté enfantine presque, et en tout cas, pas réaliste du tout. Il faut absolument suivre les recommandations du rapport mapping et les conseils délivrés aux Congolais, aux Bukaviens et aux gens de la région du Kivu en général par Monseigneur Maroy, archevêque de Bukavu. Moi, donc, c'est surtout pour exprimer mon soutien total et mon adhésion à la ligne qu'il trace. Et ce message s'adresse aux Rwandais, je l'ai dit aussi. Ceux de nos compatriotes qui pensent qu'en faisant l'économie du rapport mapping, qu'en ne dénonçant pas le génocide commis par le FPR au Congo, que ce serait la meilleure voie pour aller vers la réconciliation, ils se trompent lourdement. Surtout ceux qui sont en exil, qui sont menacés tous les jours pour diverses raisons, qui sont assassinés, qui sont enlevés, qui sont harcelés et persécutés tous les jours. Et parmi nous, il y en a qui osent dire qu'il ne faille pas parler du mapping report, donc de ce rapport qui fait l'état de tous les massacres, de tous les incidents au cours desquels le FPR de Paul Kagame a massacré les Rwandais et aussi les Congolais, surtout en région du Kivu, mais aussi dans certaines autres régions, dans le Kasaï, dans le Shaba, et dans le Haut-Congo et ailleurs. Donc, quand je dis Shaba, je dis le Katanga. Eh bien, ce n'est pas le moment de lâcher prise. C'est au contraire maintenant que nous devons dire toute la vérité. On ne peut pas se battre contre un gouvernement qui assassine les jeunes gens au Rwanda, contre un gouvernement qui vient nous enlever, nous kidnapper à l'étranger. On ne peut pas passer son temps à dénoncer ces crimes. C'est vrai qu'il faut aussi les dénoncer, mais si on cache, si on ne veut pas l'accuser de la pire des ignominies qu'il ait commises, hein, eh bien, en fait, on aura été complaisant, voire même complice avec ce gouvernement qui a réellement commis des crimes de guerre, bien sûr, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Rappelez-vous, mon frère Célestin, lorsque le rapport mapping a été annoncé pour la première fois, c'était en août 2010. Et puis, ça a fait beaucoup de bruit. Le Rwanda s'est déchaîné. Ils ont remué ciel et terre pour essayer d'arrêter ce rapport qui était en voie de sortir, en voie d'être publié. Ils n'ont pas échoué totalement parce qu'ils ont obtenu que le rapport soit revu. Le premier rapport mapping annonçait qu'il y avait eu un génocide. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de oui, mais il faut un tribunal. Non. Le rapport concluait qu'il y avait eu un génocide. C'est après les menaces, les tentatives de placer ce rapport sous embargo, l'intervention des États-Unis, l'intervention d'autres puissances favorables au FPR pour protéger Kagame et son régime, ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit, bah, écoutez, effectivement, il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dont certains pourraient être considérés comme des crimes de génocide s'il y avait un tribunal. Écoutez, si l'on écrit comme ça, avec au cas où il y aurait un tribunal, qui met en place ce tribunal alors? Alors on saura si ces crimes sont juste des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ou s'il est vrai
que le premier rapport mapping qui a été étouffé dans l'œuf disait vrai. En tout cas, moi, je suis convaincu que les premiers sentiments sont souvent les meilleurs. Le rapport mapping qui a été réalisé par une série d'experts spécialisés en ceci, en cela, toutes les disciplines qu'on pouvait faire intervenir étaient représentées. Ces gens-là, après un certain nombre d'années de recherche et de monitoring, ils ont conclu que c'était un génocide. On a fait pression sur eux. Ils ont dit on ne peut pas lâcher prise, mais on va mettre une petite virgule pour donner place au doute. Oui. Le problème, c'est que le tribunal spécial pour le Congo, pour suivre les recommandations du mapping, n'a pas encore été mis en place. Je vais vous laisser peut-être poursuivre dans cette voie. Et en tout cas, à première vue, moi, je suis d'accord avec le discours de Monseigneur Maroy. Et évidemment, comme toujours, je soutiens le docteur Mukwege pour son action en faveur de la justice. Nous allons justement entendre, voir ensemble l'intervention, ou alors l'intervention d'un autre professeur, maintenant, c'est l'intervention d'une autre personne, parce que là, nous parlions justement de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy. Mais ici, il y avait aussi un autre professeur qui a dit, là je vais encore vous partager avec les auditeurs pour qu'ils voient avec moi et avec vous ce qu'il a dit, son professeur. Donc, pour le professeur Arnold Nyaluma, qui intervenait justement dans son café de presse, les recommandations du rapport mapping coïncident avec les pensées du martyr. Là, le mot est lâché, le mot est sorti. Martyr, tout à l'heure vous parliez de ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il est au moins martyr, c'est certain. Donc, du martyr Christophe Munzilwa et les démarches du docteur Denis Mukwege. Donc, les deux personnalités, vous en avez parlé tout à l'heure. Mon intervention de ce jour, là, c'est le professeur Arnaud Nyaluma qui parle. Mon intervention de ce jour portait sur le rapport mapping et les enseignements qu'on peut tirer de l'action de Christophe Munzilwa pour la mise en œuvre des recommandations. Il s'agissait d'expliquer aux participants comment, à partir d'un campement de la Monique à l'époque, on a découvert une série d'ossements qui étaient les ossements, les restes humains, d'ossements qui étaient tellement nombreux au point de choquer l'humanité que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a mis en place une commission pour enquêter pendant longtemps et finalement, on est arrivé sur un document de plus de 500 pages qui reprend plus de 600 cas de violation de droits humains. Et dans son rapport, les sites sont cités, les noms des victimes sont identifiés, qu'il s'agisse de vol, viol, pillage. Le cas de l'assassinat de Christophe Munzilwa est bien répertorié dans le rapport comme l'assassinat à l'hôpital de Remera qui ont été à la base de l'activisme du docteur Denis Mukwege. Donc, c'est ce que disait justement le professeur de droit à l'Université catholique de Bukavu. Nyaluma rappelle qu'en guise de recommandation, le rapport vise à renforcer les capacités décisionnelles de la RDC pour qu'il y ait des réformes internes au sein de l'appareil sécuritaire et de la justice congolaise pour prendre en charge les différents cas. Ce rapport recommande également de penser à une justice adaptée parce qu'il y a des crimes qui ont été commis par les non-congolais et des crimes commis lorsqu'au Congo, il n'y avait pas de loi qui réprimait les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Comme pour Munzilwa, la paix ne pourrait venir en RDC et dans la région des Grands Lacs que si on respecte les droits humains, si on assure la justice, la réconciliation et le pardon. Là, quand on parle de la justice et de la réconciliation et le pardon, je ne m'empêche pas de penser à notre saint Kizito Mihigo, mais ça, ce n'est pas de ça que nous allons parler maintenant. Arnaud Nyaluma insiste que son combat rime avec les recommandations du rapport mapping et le combat actuel du docteur Mukwege. Et il dit, finalement, il y a une sorte de coïncidence entre les recommandations du rapport mapping, la pensée de Christophe Munzilwa et l'action du docteur Mukwege.
une autre coïncidence sur le plan calendrier. Tout se cristallise sur le mois d'octobre. Mzee Mzihirwa, assassiné en octobre. Le rapport mapping, publié en octobre. Et pour l'Église catholique, son mois est considéré comme le mois de la victoire. C'est comme ça qu'a conclu le professeur Nyaluma. Je vais ouvrir ici une petite parenthèse d'ailleurs ici avant de vous passer la parole pour qu'on parle de cette intervention de ce professeur. Remarquons qu'à cette école, à l'école que je connais bien, parce que j'ai vécu là-bas justement lorsqu'il y avait, justement on fouillait des massacres de chez nous, j'ai vécu vraiment à l'école le nom m'échappe moi. Et allez, ça va venir. Al-Fadjiri, voilà, comment j'ai un trou de mémoire. À l'école d'Al-Fadjiri que j'ai vécu là-bas, et à l'école d'Al-Fadjiri, justement, c'est ça la parenthèse que je voulais ouvrir. Ils ont joué une sorte de théâtre, de mise en scène, de mise en scène de ce tribunal. Ils ont mis en place des procureurs, les accusés, les juges, et ils ont fait un semblant de jugement. C'était intéressant. Lorsque j'ai vu, parce qu'il y a une vidéo, vous pouvez aller sur YouTube et voir cette mise en scène du tribunal international pour le Congo qui a été jouée par les étudiants en droit. Franchement, c'est bien fait, c'est bien réussi et ça a servi à sensibiliser même la jeunesse des étudiants, ce qui rejoint justement le fait que même toute la population est bien sensibilisée. La preuve en est que justement, pas peut-être que le 29 justement du mois passé, qu'on a assisté à des manifestations, justement, la population a manifesté, a réclamé qu'il y ait vraiment la justice pour les victimes du massacre du Congo. Je ferme la parenthèse. C'était la parenthèse vraiment pour voir comment même les jeunes, les étudiants, la population en général est en train d'être motivée, d'être sensibilisée à la cause. Donc, en ayant fermé cette parenthèse, maintenant, je voudrais revenir à cette intervention de ce professeur où vraiment il met en parallèle, d'abord il donne qu'est-ce qui a été à l'origine justement de ce rapport. Parce que c'est qu'ils sont tombés sur tellement d'ossements qu'ils ont dit non, ce qui s'est passé ici, c'est horrible. On ne peut pas passer ça sous silence. C'est comme ça que la communauté internationale s'est saisie du cas, de la question, et ils ont mis en place justement cette commission dont les conclusions justement nous intéressent ce soir. Donc, mais les cas de violation des droits humains ont été bien répertoriés, ils sont bien documentés. Ce n'est pas basé sur des rumeurs ou des racontars, non. C'est basé sur des faits, avec des ossements, les noms des victimes, et même les noms de ceux qui l'ont fait, parce qu'ils sont connus. Ils sont connus, les noms. Et ça, c'est vraiment entendre votre point de vue à propos de cette intervention qui met en parallèle, justement, les conclusions de ce rapport avec ce pourquoi il combattait le monseigneur Christophe Muzilwa et surtout pour ce pourquoi le docteur Mukwege combat pour aujourd'hui. Et ce professeur, lui, vraiment fait un parallélisme qui montre que ces trois éléments ne peuvent pas être séparés. Et quel est votre point de vue à ce propos, à ces considérations de M. Nyaluma, M. l'ambassadeur? Écoutez, je suis à 100% d'accord avec le professeur Nyaluma. Juste un petit correctif qu'on pourrait apporter, c'est que Monseigneur Muzilwa n'a pas été assassiné en octobre. Il est mort le 29 septembre 1996, mais 2-3 jours de mort de plus. Ce n'est pas important, mais je vais peut-être envoyer un petit message au professeur Nyaluma pour qu'il le sache. Il doit y avoir une petite erreur. La mort de Muzilwa, c'est bien qu'elle soit documentée et qu'elle soit datée. On ne peut pas changer de date. C'est très important qu'on dise le 29 septembre. Oui, mais c'est pas plus loin non plus, parce qu'ils ont voulu focaliser tout ça en mois d'octobre, mais... Non, oui, tout à fait. Il n'a pas été assassiné en octobre, vous avez tout à fait raison. Non, il est mort le 29 septembre.
C'est un événement que j'ai beaucoup suivi. Ça m'intéressait personnellement, mais aussi ça m'intéressait en ce qui concerne l'ensemble, le sort de l'ensemble des réfugiés rwandais qui étaient à Bukavu, parce qu'il est mort pour nous. Il faut qu'on le dise. Il faut que les réfugiés rwandais sachent que Monseigneur Mozilwa est mort, a été assassiné pour nous, parce qu'il a parlé au nom des réfugiés, parce qu'il a voulu sauver ses enfants, comme il disait. Il faut que ça se sache. Et donc, ne fût-ce qu'en mémoire de Monseigneur Mozilwa. Parce que vous venez de dire une chose très importante, moi qui me touche, moi personnellement, je vous dis bien, parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, moi j'étais au collège Al-Fagir, et puis après j'étais dans les camps de réfugiés à Inera, tout ça, tout le reste, tout là. Voilà, ça, je ne veux pas épargner, je ne veux pas raconter ma vie. Mais quand vous dites il est mort pour nous, moi personnellement, je me sens directement et personnellement concerné. Parce que j'étais là. Moi, personnellement, j'étais là. Donc, vraiment, si vous dites ça, vraiment, c'est pour souligner son nous. C'est pas le nous vague. C'est précis. Moi, j'étais là à Fadi. Je sais ce qui s'est passé. Et quand j'étais assassiné, nous, on était là, on a suivi. C'était vraiment pour essayer de renforcer ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur. Non seulement il l'a fait, mais il l'a écrit aussi. Vous savez, là, il y a une lettre, une fameuse lettre que Monseigneur Mozilwa a écrite, qu'il a envoyée à toute la communauté internationale, à toutes les ambassades au Congo, à toutes les organisations des Nations Unies, je veux dire à toutes les institutions des Nations Unies, notamment celles qui s'occupaient des réfugiés, le HCR entre autres, et les autres institutions, pour dire venez au secours des réfugiés rwandais. Ils sont menacés. Il y a des attaques venant du Rwanda qui viennent assassiner des réfugiés rwandais. Il a même dit les réfugiés Hutus. Donc, il n'est pas mort pour rien, il est mort pour nous, en notre place, et avec nous, avec les nôtres, en fait. Donc, ça, déjà, il faut que les Rwandais le sachent, et il faut qu'ils sachent que le sang de Monseigneur qui a été versé par le même qui a massacré les 350 000 Rwandais réfugiés au Zaïre, hein, que ça ne doit pas passer impuni. C'est pourquoi nous devons tous les jours faire tout ce qui est possible pour faire connaître ces crimes. Une fois encore, je ne m'en prends à personne, mais ceux d'entre nous qui veulent qu'on ne parle pas de ces massacres, que ce n'est pas le moment, vous savez, il est plus que temps, justement, c'est le moment le plus important pour parler du rapport mapping, parce que le rapport mapping, c'est le premier rapport documenté qui fait, qui parle de crimes massifs, et c'est documenté. On sait qui a été tué dans telle partie du Zaïre, par qui, comme le dit le professeur Nyaluma, et ce n'est pas le moment de lâcher, de faire un cadeau inespéré à Paul Kagame et à son régime, qui sont des tueurs, qui sont des génocidaires. Nous devons le dire. Ne pas le dire, on peut ne pas le dire soi-même, mais empêcher ceux qui se battent pour la justice de le dire, vouloir attenter à la vie du docteur Mukwege, tout simplement parce qu'il demande la mise en application des recommandations du rapport mapping, même si certaines personnes qui le disent n'étaient pas avec le FPR pour massacrer ces réfugiés Hutus, aujourd'hui, ils font preuve malheureusement de complicité avec celui qui a commis ces massacres. Je dis bien que tout ce qui s'est passé en RDC, Zaïre de l'époque, ne constitue pas des crimes de génocide. Il y a eu des crimes de guerre. Parce que tous les Congolais tués dans le tas comme ça, sans cibler tel ou tel groupe, hein, ça c'est des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité parce que c'était tellement massif, tellement systématisé que ça ne peut être autre chose que des crimes contre l'humanité. Mais il y a eu, parallèlement, il y a eu des crimes, des massacres qui s'apparentent à ce que la communauté internationale, à ce que la Convention internationale de prévention du génocide, justement, appelle génocide. Les réfugiés Hutus étaient là, tout le monde savait que c'était des réfugiés Hutus au Zaïre. Celui qui est venu les tuer, il le savait.
et les a poursuivis, massacrés, bombardés chaque jour pendant 1 an et même après, eh bien ça, c'est indiscutable, c'est un génocide. Et c'était intentionnel lorsque vous considérez les moyens qui ont été mis en place, quand vous considérez la manière dont ça a été fait, quand vous considérez l'attitude des auteurs de ces massacres qui cherchaient à cacher jusqu'à brûler les corps des victimes, comme cela s'était passé au Rwanda entre 90 et 94, et même après. Eh bien, ça, c'est un... Qu'on nous laisse, nous qui savons, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne savent pas, mais qu'on laisse ceux qui savent, ceux qui sont informés, ceux qui ont l'expertise intellectuelle et scientifique de pouvoir dire qu'il s'agit d'un génocide, qu'on nous laisse le dire. Que certains ne viennent pas pleurnicher en disant « oui, mais en ce faisant, vous mettez à mal les Tutsis ». Non, 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 les Tutsis ne sont pas responsables de ce génocide, que ce soit clair, que ce soit entendu. Les Tutsis, que ce soit ceux du Rwanda, que ce soit ceux qui venaient de rentrer d'exil, qui n'ont pas participé à ces massacres, ne sont pas concernés, ne sont pas des auteurs de crimes auxquels ils n'ont pas participé. Donc, il s'agit bien d'auteurs bien identifiés. C'est l'armée du FPR. C'est leur chef, ceux qui ont conduit les troupes au Congo, Kabarebe en tête, bien sûr, mais aussi ceux qui avaient l'autorité sur Kabarebe et les troupes rwandaises faisant la guerre au Congo. Mais il y avait aussi un autre objectif, hein, même si on n'en parle pas souvent. Rappelez-vous de la prestation du président Bizimungu devant une grande carte Mappemonde, je pense, ou alors une carte affichée au mur, où il dessinait les contours frontaliers du Rwanda. Et une grande partie du Kivu, Bukavu et le reste, le nord, était, disait-il, faisait partie intégrante du Rwanda. Donc, il y avait aussi un objectif de conquête. Et vous savez, les colonialistes ou les autres conquérants, quand ils attaquent pour reprendre leurs terres, ils ne font pas dans le détail, hein. Ils ont tué aussi pour supprimer les populations de ces régions en vue probablement de les remplacer par des populations rwandaises. Ça aussi, il faut le dire. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on n'a pas documenté. Eh bien, nous avons encore l'image du président Bizimungu. Avait-il pris l'initiative de le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il parlait au nom de la République rwandaise. Tout ça entre en ligne. On doit tenir compte de tout ça. Ça ne peut pas juste être toujours les mêmes qui pleurent, les mêmes qui ont la mémoire ou le droit à la mémoire, les mêmes qui ont la justice. Tous les Rwandais, tous les Congolais ont les mêmes droits, juste les mêmes droits en tant qu'êtres humains. Eh bien, il faudra bien qu'un jour, le gouvernement congolais écoute sa population, surtout la population de Bukavu et des autres régions du Kivu. Mais il faudra aussi qu'on écoute la voix des familles des réfugiés rwandais qui ont laissé plus de 300 000 membres de leur famille dans les forêts équatoriales parce que le Rwanda, malheureusement, ne peut pas. Le Rwanda ne peut pas accepter pour lui, pour le gouvernement de Kagame, il s'agissait de Hadouille. Ce sont des ennemis qui ont été tués. Et ces enfants que vous voyez sur les photos, couchés par terre, avec les mouches partout, ces femmes, ces vieilles femmes et tout, pour Kagame, c'était des Hadouilles. Le 1er octobre 1994, je l'ai entendu les appeler Washenzi. En parlant des réfugiés rwandais, s'il vous plaît, hein, le vice-président d'un pays qui dit que ces réfugiés sont des Washenzi. Donc, bon à éliminer, bon à tuer, sans remords. Moi, j'ai entendu utiliser un mot Garcia. Garcia, ça veut dire déchet, saleté, quoi. Voilà, exactement, exactement. Donc, c'est pour peut-être finir avec ce chapitre. Oui. Vraiment, je fais mien les paroles, je fais mien les propos de Monseigneur Maroy et du professeur Yalouma et des jeunes gens qui ont organisé un procès fictif, en fait, virtuel, mais qui peut un jour se transformer en procès réel. D'ailleurs, je crois que les Rwandais doivent apprendre et méditer cette leçon, hein, méditer cette leçon le jour où
il sera vraiment clair et définitif que la communauté internationale ne veut plus entendre parler de ce rapport mapping, eh bien, le peuple rwandais doit organiser lui-même ses procès. C'est accepté, on peut le faire, et même si on classe ça en attendant qu'il y ait un gouvernement compréhensif, je pense que c'est un très, très bon exemple que les jeunes Congolais nous ont montré. Merci. Oui, je vous remercie. Je voudrais juste ajouter un petit détail. Non, ce n'est pas un petit détail, justement, c'est une horreur, justement, parce que si nous parlons du docteur Mukwege, n'oublions pas qu'il est gynécologue. Or, ce qu'il a fait connaître au niveau mondial, c'est surtout rappelez-vous qu'il est surnommé le réparateur des femmes. Parce que tout à l'heure, vous parliez des crimes contre l'humanité, mais vous avez parlé des massacres, des tueries, oui, il y a eu ça, mais le professeur Nyaloumé a parlé aussi des vols, des viols, et lorsqu'on entend, on écoute le professeur, le docteur Mukwege expliquer les horreurs qu'il a vues, qu'il voit, qu'il vit dans sa vie professionnelle de tous les jours, où on utilise le viol comme arme de guerre, comme arme, où on te détruit physiquement, psychologiquement, et on ne détruit pas seulement la personne qu'on viole, qu'on met, non, je ne veux pas décrire ça parce que c'est horrible. On va jusqu'à aller empaler les filles dans leur partie intime, on va utiliser les canons des fusils pour vraiment, non, c'est horrible. Or, non seulement, il s'est rendu compte que non seulement on détruit la personne qui subit ces horreurs, mais par le même truchement, on détruit toute sa famille aussi. C'est une femme, on le fait devant son mari, qui ne peut pas la défendre, donc, et il est détruit lui aussi quelque part, parce qu'il est atteint. Et si c'est une fille, on le fait devant ses parents. Donc, on détruit non seulement la personne, mais aussi toute la famille. Et lorsque le docteur Mukwege décrit ces horreurs, on se rend compte que le viol qui a été utilisé dans cette région comme arme de guerre, c'est une arme à la limite plus destructrice que les balles. Parce que si on tue une personne, il est tué, il est mort. Mais lorsque on viole une femme dans des conditions que le docteur Mukwege nous décrit, et qu'on la laisse comme ça, et que le docteur, même lorsque le docteur Mukwege arrive à la réparer physiquement, mais la fille, la femme, la vieille, la jeune fille, la gosse, la petite fille, elle est détruite pour toute sa vie. Et sa famille aussi avec. Donc, vraiment, je voulais vraiment souligner ce point aussi, parce que qui n'est pas le moindre, parmi les horreurs dont est accusé justement, dont ont accusé ceux qui doivent être transférés devant le tribunal, justement, qu'on essaie vraiment de réclamer que les autorités congolaises, que le docteur Mukwege, que l'Église maintenant aussi va se mettre pour réclamer vraiment la mise en place de ce tribunal pour que justice soit faite. Par contre, je voudrais vraiment terminer, il ne reste plus que 3-4 minutes. Je voudrais quand même nous attarder un tout petit peu, vraiment très rapidement, très brièvement, sur les réponses du gouvernement de Kigali. Nous sommes habitués à voir que chaque fois qu'on essaie de parler du régime de Kigali, ils répondent par vraiment une certaine arrogance qui est à la limite j'allais utiliser un mot Nyarwanda, vraiment qui donne vraiment la nausée carrément. Je n'ai pas voulu utiliser le mot Nyarwanda. Donc, l'exemple qui a suscité justement la réaction de l'ancien ambassadeur de la Belgique au Rwanda, c'était le tribunal, c'était l'arrêt qui avait été rendu par le tribunal à Kigali, qui avait condamné M. Savagina à plus de 25 ans de prison, je ne sais pas combien. Et lui, quand il a vu la ministre des Affaires étrangères de la Belgique a réagi. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères rwandais a vu la réaction de sa collègue d'ailleurs, de son homologue, il a eu une réaction arrogante justement. Comment il a fait? Il s'est retiré des pourparlers qu'il devait justement engager à New York en marge du sommet de l'ONU. Et alors, c'est ça qui a poussé à M. Johan Schinen, qui était l'ancien ambassadeur de la Belgique au Rwanda,
à parler des deux mots. Que je voulais que vous en parliez, est-ce que vous en touchiez un petit mot? J'en avais parlé lors de mon émission de mardi passé, mais comme vous êtes là, que vous êtes ambassadeur justement, j'aimerais que vous connaissez vraiment les relations entre les pays, comment ça se passe, que vous preniez vraiment 2-3 minutes pour parler de cette arrogance qui trouve en face d'elle une certaine indulgence, sinon une certaine, allez, atermoiement. C'est comme si on craignait le régime de Kigali. Je ne sais pas ce qui se passe. Quel est votre regard à ce sujet, monsieur l'ambassadeur? Eh bien, mon regard, c'est celui d'un observateur intéressé, bien sûr. J'en profite pour saluer le geste de l'ambassadeur Yohann Swinen. Parce que ce n'est pas dans ses habitudes d'abord, il ne parle pas beaucoup généralement publiquement. Il réagit, bien sûr, mais ses analyses sont souvent, non pas timides, mais ont pour direction la finalité diplomatique mettant en avant le dialogue. Le dialogue à chercher à arrondir les angles, parce que pour finir, à quoi servirait la diplomatie si c'est pour passer son temps à s'insulter, à se traiter de serpents, de vipères et d'autres noms d'oiseaux? Eh bien, d'ailleurs, après, j'ai eu un entretien avec l'ambassadeur Swinen sur la voie des Grands Lacs. Donc, on a eu une émission d'une 40aine de minutes. Oui, que je de la dire d'aller voir, c'est qui est sur votre chaîne, justement. Tout à fait. D'aller la voir, vraiment, c'est une émission intéressante, oui. Voilà, il a expliqué plus ou moins les motivations qui l'ont amené à écrire cette tribune, d'abord à la diffuser un peu partout, parce que c'est sorti dans Le Vif, c'est sorti dans d'autres journaux et même sur notre site web, la Tribune franco-rwandaise. Eh bien, ce qui a frappé l'ambassadeur Swinen d'abord, c'est cette procédure, c'est cette tendance à l'arrogance. Mais c'est une arrogance organisée, hein. Ce n'est pas juste je suis arrogant, j'allais dire je vous emmerde, c'est interdit sur la voie de votre radio. En tout cas, c'est un peu ce que Kigali dit. Pour rappeler quand même le contexte, hein. Vous savez qu'en août 2020, le Rwanda a kidnappé un des nôtres, Paul Rusesabagina, qui se rendait au Burundi. Et donc, ils l'ont piégé, comme disait Kagame, par les amitiés qu'il avait avec un certain pasteur rwando-burundais. Je ne sais même pas encore de quelle nationalité il est. On me dit qu'il est de Gitarama, et d'autres disent qu'il est burundais. Ce n'est pas le plus important. Toujours est-il qu'il l'a rejoint à Dubaï, hein, soi-disant pour l'accompagner au Burundi, mais bien, il était payé pour détourner l'avion, parce qu'en fait, cet avion a été détourné, jusqu'à preuve du contraire. Ou en tout cas, pour lui faire changer d'itinéraire. Par quel moyen? Il faudrait aussi qu'on le sache. Et ensuite, ils ont dû droguer Paul, je crois, pendant le vol. En tout cas, ils lui ont mis quelque chose dans la boisson qu'on lui a présentée, et il a dormi aussitôt que le vol a commencé, et il s'est retrouvé ligoté, les pieds ligotés, les jambes ligotées, les bras ligotés, avec un chiffon dans la bouche, pour qu'il ne puisse pas parler, couché par terre, à même le sol. Pendant 3 jours, il ne savait pas où il était. Et donc, ça, pour nous et pour moi et d'autres qui connaissent quand même la réglementation internationale en la matière, il s'agit d'un enlèvement forcé, d'un kidnapping. Il s'agit aussi d'un détournement d'avion. Je me demande d'ailleurs pourquoi on ne parle jamais de cet avion. Ce jet, est-ce qu'il est allé à Kigali de lui-même? Savait-il que Paul Rusesabagina avait l'intention d'aller au Burundi? Oui ou non? On ne peut pas transporter un passager sans savoir exactement où il doit aller. Donc, la deuxième tranche, la deuxième partie peut-être de ce procès devrait s'orienter vers le jet dans lequel Paul Rusesabagina a été enlevé. Parce qu'il est reparti. Il n'y a plus d'affaire de jet. Mais pour connaître vraiment la réalité, il faudrait qu'il y ait aussi des poursuites contre les pilotes ou contre les propriétaires de ce jet qui, semble-t-il, appartiendrait aussi en partie à Paul Kagame et à sa famille.
Eh bien, Paul a donc été jugé et les droits de défense n'ont pas été respectés du début à la fin. Rappelez-vous l'épisode d'expulsion de Maître Lurquin, son avocat belge qui se rendait à Kigali pour pouvoir s'adresser à son client. Eh bien, au lieu de ça, il a été arrêté, il a passé des heures devant les officiers de police. Ensuite, il a été expulsé du Rwanda. Vive la liberté d'opinion, vive le droit de la défense. Eh bien, tout ça montre que le gouvernement rwandais ne voulait pas du tout respecter les droits de Paul Rusesabagina et même de ses défenseurs. Et c'est donc après le verdict que la ministre belge, en même temps vice-premier ministre du gouvernement belge, a poussé une sorte de coup de gueule diplomatique en disant ce procès est inique, il n'était pas équitable du tout, parce que les droits de la défense n'ont pas été respectés. En attendant, il y avait une rencontre prévue à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, entre le ministre Biruta et la ministre belge. Eh bien, comme ça, par un coup de tête, le gouvernement rwandais a annulé cette rencontre en disant « on n'a rien à vous dire, vous n'avez pas respecté notre souveraineté, vous êtes arrogants ». Ils ont commencé à ressasser la rengaine qui veut que les anciens colonisateurs soient les responsables de nos malheurs, alors que nous sommes indépendants depuis 60 ans. On se demande réellement si nous le sommes. Eh bien, tout ça montre effectivement que le gouvernement du Rwanda, le régime de Kagame, est trop nerveux lorsqu'il s'agit de lui faire savoir qu'il n'est pas dans le bon. Et l'arrogance pousse jusqu'à, en réalité, tourner le dos à ceux-là même qui l'ont fait. Regardez ce qui se passe entre le Rwanda et l'Ouganda. Museveni est devenu comme un... le Rwanda le considère comme un fanfaron qui n'a jamais eu d'importance pour eux. Et la Belgique, on le sait, a rendu beaucoup de services à Paul Kagame, aussi bien pendant la guerre, oui, nous devons le dire, même si la Belgique ne l'a pas fait volontairement avec vraiment l'intention de les aider, mais il y a des actes ou des gestes posés par la Belgique qui confortaient le FPR dans sa guerre. La Belgique est de ceux, cela aussi est connu parmi les autres puissances, qui ont fait tout ce qui est possible pour que les rapports sur les crimes du FPR ne sortent pas. Nous le savons, c'était les États-Unis, c'était la Belgique, c'était l'Angleterre, c'était l'Australie. Aux Nations Unies, on connaît les positions des uns et des autres. Donc, qu'aujourd'hui, Paul Kagame, ivre de ses victoires multiples en RDC, en Centrafrique et maintenant au Mozambique, eh bien, il se considère comme un Napoléon naissant qui peut se comporter comme le plus vulgaire des dictateurs et il pense vraiment qu'il peut avoir raison de tout et sur tout le monde. C'est maintenant peut-être le moment de penser que tout cela va révéler sa vraie nature. Sa vraie nature, si en Belgique, certaines autorités commencent à dire, attendez, on a suivi quand même ce procès. C'est un procès unique, à sens unique, où Paul Rusesabagina, de nationalité belge par ailleurs, a quand même été empêché de se défendre. Paul Rusesabagina, ce Belge, a été kidnappé. On le sait, c'est contraire à la réglementation internationale. Même en termes de les lois sur l'aviation civile, parce que ce n'était pas un avion de combat, même un avion de combat, on ne le détourne pas aussi facilement. Eh bien, tout ça fait que, nous l'espérons, la communauté internationale risque à tout moment de se réveiller et de dire hey, « Paul, ça suffit comme ça, on t'a aidé, maintenant tu commences à abuser. Tu as abusé longtemps d'ailleurs, il est temps que tu sois poursuivi, que tes comptes soient vérifiés, et que finalement tu répondes de tes actes. » C'est peut-être ça, c'est peut-être le bon moment. Moi, là, je m'adresse à mes compatriotes. C'est le moment ou jamais de bouger
de parler, de s'exprimer, de dire les choses. Tous alors, hein, là, il n'y a même pas d'ethnie. Non. Paul Kagame fait du mal à tout le monde. Si vous allez voir aujourd'hui tous ces jeunes qui sont en prison, tous les jeunes qui disparaissent, c'est des Hutus et c'est des Tutsis. Donc, j'en appelle vraiment à la solidarité de tout le monde pour que la vérité soit dite. Pour que, d'ailleurs, on commence par le crime des crimes qui a été commis par le FPR. Les massacres qu'il a commis depuis octobre 1990 jusqu'à aujourd'hui. Parce que si on le laisse dans cette complaisance où certains pensent que ce n'est pas le moment de parler de ça, parce qu'il a parmi ses proches des gens bien, qui ont peut-être été aussi au Congo, mais qu'il ne faut pas sacrifier. Non, on ne sacrifie personne. On veut juste que la vérité soit connue. Nous devons faire pression sur la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, parce que c'est ce pays qui a jusqu'à aujourd'hui permis à Paul Kagame de travailler dans l'impunité. Et c'est là que nous devons orienter nos efforts, hein, les États-Unis, les autres puissances qui, en 1994, ont refusé de reconnaître ce qui se passait au Rwanda et qui aujourd'hui disent enfin, oui, c'est vrai, il y a eu des choses. Nous devons demander que le rapport mapping soit suivi des faits, que les crimes de Kagame, de l'AFDL et des autres soient enfin reconnus et que la justice suive. Voilà ce que je voulais dire. Et une fois encore, je rends hommage à toutes ces personnes, à toutes ces personnalités qui commencent enfin à ouvrir les yeux. On ne doit pas les accabler seulement, on doit aussi les remercier d'enfin se réveiller et de voir la vérité en face. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie vraiment pour votre contribution de tous les mardis, que vous venez nous éclairer de votre point de vue qui est vraiment bien expérimenté. Et tout à l'heure, vous parliez de la communauté internationale, qu'on doit commencer à parler d'une même voix et à montrer le vrai visage du FPR et de son régime. J'ai vu tout à l'heure un pitch d'un film qui va bientôt sortir, à mon avis, qui va faire beaucoup de bruit aussi, parce que c'est un film qui va parler vraiment du vrai visage de Paul Kagame. C'est un film intitulé The Man of the Year, l'homme de l'année, Man of the Year, l'homme de l'année, qui va sortir bientôt. J'invite vraiment les auditeurs de Radio Urumuri à suivre et puis à aller voir ce film. C'est un film, à mon avis, qui va faire tellement de bruit, au moins au même titre que celui qui a été fait, un tollé qui a été soulevé par le film Untold Story, ou d'autres livres qui ont été écrits sur le régime de Kigali, qui montrent le vrai visage de FPR. Donc, c'est sur ce que j'aimerais vraiment qu'on conclue notre émission d'aujourd'hui, parce qu'on va passer à l'émission en langue nationale pour parler de notre thématique, de notre thème. Et je vous remercie encore une fois, monsieur l'ambassadeur, et vous souhaite une bonne soirée chez vous et à la prochaine. Alors. Merci beaucoup. À la prochaine. J'en profite pour adresser le message que je viens de passer tout à l'heure aux autorités françaises aussi. Parce que nous réjouissons de l'avancée belge, hein, de l'ouverture de la Belgique à la vérité, mais il faut aussi que la France s'ouvre un peu plus. Que la France ne soit pas de ceux-là qui donnent le feu vert à Kagame, qui tuent pour tuer, pour l'impunité. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere warashobewe.